Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je suis Judith Legault et je suis née en Tchécoslovaquie juste à la fin de la guerre, 1944, dans une ville près de la frontière allemande, ville qui s'appelle Plzeň. Plzeň qui est une ville industrielle et très connue par ses grandes usines Skoda. Mon père travaillait chez Skoda comme designer, ma mère était institutrice. Et on vivait dans une maison familiale à la périphérie de la ville. C'était une maison avec un jardin. On vivait avec les parents de ma mère. Il y avait beaucoup d'étangs dans les environs. Il y avait des forêts pleines de myrtilles et de champignons. Et j'ai de très bons souvenirs de mon enfance là-bas. C'est mon premier souvenir. J'avais 2 ans et demi. Et je me rappelle que j'étais assise dans la fenêtre en regardant la rue avec ma grand-mère et on attendait une voiture qu'à l'époque n'était pas très courante dans ce quartier. Et on attendait l'arrivée de ma maman. Et maman est arrivée avec une petite sœur. Et j'étais très très heureuse de la retrouver après quelques jours d'absence. Et je me souviens qu'elle essayait d'attirer mon attention sur le bébé, mais c'est pas ce qui m'intéressait, c'était surtout elle et son retour. Voilà. Donc c'est comme ça, on était 2, ma petite sœur Vlasta et moi-même. Un peu plus tard, maman a finalement pu retrouver son emploi d'institutrice, ce qui n'était pas très facile pour elle. Et finalement, donc, c'était une vie assez tranquille et sans problème. Dans les années 50, il y avait des fameux procès politiques. J'avais 6 ans, 7 ans. Ça m'a laissé quand même un souvenir bizarre. Toute la famille écoutait la radio. Je ne comprenais pas bien de quoi il s'agit. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient entre eux. Mais je me souviens d'une très désagréable voix de la radio qui criait. Un monsieur qui était fâché à crier. Ça m'a énervé, je me suis bouché les oreilles. Mes parents se sont regardés. Ils ont donc arrêté la radio. C'était une ambiance comme si quelque chose de très mauvais se tramait quelque part et quelque chose qui nous menaçait. L'ambiance était tout à fait schizophrène. Ma mère, quand elle revenait du travail, racontait comment, à l'école, elle était obligée de parler de la libération de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge, le grand frère qui nous a apporté la liberté et tout. À la maison, elle disait, mais comment je peux l'expliquer aux enfants, parce que tous les enfants savent, parce que leurs parents leur ont expliqué qu'à Plzeň, c'était des Américains qui sont arrivés. Et d'ailleurs, il y a encore des preuves. Vous avez des enfants à l'école qui sont un peu couleurs. Dans les caves, on trouve encore des boîtes de conserve militaires que les Américains nous ont laissés. Donc, on ne peut pas prétendre que c'était l'armée rouge. On est obligé d'en parler comme ça à l'extérieur, mais à la maison, tout le monde sait que ce n'est pas du tout la vérité. Donc, c'était cette schizophrénie et très, très rapidement, nous avons tous compris ce qu'on peut dire à la maison et ce qu'on ne peut pas dire à l'école. Je me souviens que une fois, je devais avoir 14 ans, il y avait des élections et ma grand-mère m'a dit « Tu viens avec moi, il faut que tu vois comment ça se passe ». Alors, je suis allée avec elle dans une salle d'élection. On est rentré à la maison avec ma grand-mère. Elle a sorti de sa poche tous les bulletins de vote. Mes parents ont dit, mais écoute, c'était sabotage, tu peux être arrêté parce que t'as pas voté du tout. Et ma grand-mère a dit, je vais quand même pas voter les communistes. Alors, donc, comme elle a déjà été un peu anarchiste, parce qu'elle racontait comment elle chantait la parodie de l'hymne austro-hongrois quand elle était petite à l'église, et comme elle a affiché sur la façade le drapeau hitlérien qu'elle était obligée de coudre sur la base
des shorts de mon grand-père avec la croix gammée à l'envers. Bon, on savait très bien que notre grand-mère est quelqu'un de très spécial. Elle était résistante à sa façon. À 14 ans, j'ai cherché un peu ce que je vais faire. Je suis allée faire l'école de la construction. C'était pas du tout ce que je pensais faire, mais je voulais trouver un emploi, être indépendant, quelque chose qui est toujours utile. Alors, je réfléchis entre la dentiste et la sage-femme et quelque chose dont les gens ont toujours besoin. Finalement, j'ai dit, bon, ils ont toujours besoin d'habiter quelque part. Alors, je suis allée faire ça. Et après bac, je suis allée faire des études à Prague, à la faculté de construction České vysoké učení technické ČVUT, ça s'appelle. À Prague, c'était des années surtout de l'étude. J'avais une peur bleue d'être obligée de redoubler une année. Je savais que c'était quand même pour mes parents assez difficile financièrement de me permettre d'étudier à Prague. Donc j'ai terminé mes études d'ingénieur en 1968. Je commençais à travailler à Plzeň dans un bureau d'études. Pendant les vacances, j'habitais chez mes parents et un matin j'attendais le bus pour aller au bureau et je voyais les chars qui arrivaient sur la route. Je ne savais pas ce qui se passe. Je suis arrivée au bureau et je voyais tout le monde était devant le poste de radio et ils m'ont dit, tu sais pas, on était envahis cette nuit par les Russes. C'était un choc. Donc, je suis partie à la maison. Ma grand-mère, qui était seule, m'a dit, écoute, tu viens avec moi, prends des sacs et viens avec moi. Et elle, qui avait vécu 2 guerres mondiales, avait tout de suite un réflexe. On est allé chercher farine, l'huile, le sucre, le savon, les papiers toilettes, enfin tout. Elle était déjà tout à fait dans son élément en disant, bon, ben maintenant, ça va être la guerre. Je suis retournée l'après-midi au centre de ville. La place était pleine de chars. Les gens essayaient de discuter avec les soldats qui sortaient. Il y en avait qui ne parlaient pas de russe du tout. Donc je ne sais pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas dans quel pays ils se trouvent. Ils ne comprenaient pas ce que les gens leur disent. Surtout, ils expliquaient qu'on leur a dit de combattre la contre-révolution. Alors, ils cherchaient où est la contre-révolution. Enfin, ils étaient complètement désorientés. Entre-temps, il y avait Radio Prague qui appelait au secours parce qu'ils étaient entourés par les chars. Le bâtiment a été évacué. Radio Prague continuait à émettre à partir de différents endroits à Prague qui étaient déjà au fur et à mesure préparés par les gens qui connaissaient les endroits et la technique jusqu'au moment où le relais de transmission était démoli par les chars. Bon, ils essayaient quand même de continuer à informer les gens, mais c'était de plus en plus difficile. Nous, à Plzeň, à 80 km de Prague, on s'est dit, la première chose, il faut qu'on s'organise pour au moins permettre à la radio Plzeň de continuer. Et donc on est allé devant la maison de la radio et on s'est installé sur l'escalier qui menait à l'entrée principale. Et le petit parc devant la maison était rempli de chars. Ils étaient orientés carrément contre le bâtiment. C'était assez effrayant. On va voir après que ça s'est mal passé et ici on va attendre, on ne va pas les laisser rentrer. Il faut que la radio continue à émettre. Et on était de plus en plus nombreux, on est resté jusqu'au soir. La nuit, les gens d'environ nous ont apporté des couvertures à manger, à boire. Et le lendemain, c'était toujours la même situation, les chars devant le bâtiment et nous sur l'escalier. Ça a duré 3 jours et 2 nuits comme ça. Il faisait très chaud, c'était au mois d'août. On voyait personne sortir des chars. On avait l'impression qu'ils sont vides. Pas du tout les soldats. Alors, j'imaginais comment ils se sentent à l'intérieur
s'ils voyaient comme nous, on était en train de boire devant eux et eux, ils étaient sans l'eau, sans nourriture, enfermés là-dedans. Enfin, difficile à imaginer. C'était tout au début de l'occupation. Évidemment, ça s'est stabilisé après. Ils ont occupé des casernes, ils se sont installés définitivement. Ils se comportaient comme chez eux. Moi, j'avais déjà prévu un voyage en France et j'avais mon visa depuis l'été 68, mon visa français. Et donc, j'avais mon passeport quand les Russes sont arrivés et quand la situation commençait vraiment à devenir plus en plus triste. Je n'arrivais pas à m'habituer, après ce printemps de Prague, à cette ambiance à nouveau complètement policière et très, très lourde. Et donc, je me suis dit, ça va pas aller longtemps. J'étais révoltée. Je me suis dit, ou bien je serai arrêtée parce que je vais pas me retenir, je vais dire ce que je pense. Et il fallait pas, surtout à cause de mes parents. Donc, je commençais à réfléchir comment je vais faire. Quand j'ai appris que une de mes collègues de l'école, une camarade, était tuée par un soldat russe parce qu'elle attendait le tramway, il commençait à pleuvoir et elle a ouvert son parapluie et l'autre type qui était de l'autre côté de la rue sur le trottoir pensait qu'il était attaqué par le parapluie parce qu'il ne connaissait pas les parapluies automatiques. Et donc il a sorti son arme et elle était tombée. Et là, maintenant, un petit monument à cet endroit-là, pas très loin de métro Malostranska. En janvier 1969, Jan Palach s'est immolé sur la place Saint-Wenceslas. Et il est décédé 3 jours plus tard. Et ça, je crois que c'était la dernière chose qui manquait. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rester ici. C'est des criminels et je ne veux pas écouter et être citoyenne d'un pays qui est dirigé par les criminels. Et donc la décision était prise de partir et je suis partie le 11 avril 1969 à Paris. Je suis arrivée le matin à 7h à la gare de l'Est et je ne savais pas parler le français, je n'avais pas l'argent, mais je connaissais un étudiant qui est arrivé à Paris avant moi. Finalement, je suis restée 3 heures à la gare de l'Est à me poser la question, qu'est-ce que je fais? Et finalement, ce copain est arrivé avec une grosse orange en disant, excuse-moi, je ne me suis pas réveillée. Donc c'est comme ça commençait ma première journée en France. On est parti à Lyon, après tout de suite à Collonges-au-Mont-d'Or, qui est une petite ville, un village dans le Beaujolais, où habitait donc la famille de l'architecte chez qui j'avais déjà réservé une place fille au père par correspondance. Et j'ai commencé tout de suite à aller à l'université de Lyon pour apprendre le français. J'ai donc possédé un passeport tchécoslovaque valable 5 ans. J'avais déjà un visa français. J'avais également l'autorisation de traverser la frontière qui était obligatoire, sinon on ne vous laissait pas partir. Donc un petit bout de papier avec ça. Je n'étais pas du tout réfugié politique ou autre chose. C'était une situation tout à fait légale. J'ai un souvenir de cet été parce que la famille Cholet, chez qui j'habitais, est partie en vacances et j'étais obligée de garder leur maison, très grande, très belle maison. Pendant ce temps-là, il y avait donc les Américains qui sont atterris sur la Lune et je regardais ça à la télé chez Cholet et ça m'a vraiment impressionnée. C'était un très grand jour.
la famille de Cholet, chez qui j'habitais, organisait un grand mariage pour moi. Et je me suis donc mariée avec le copain de l'école qui m'a un petit peu aidée au début, mes débuts en France, dans cette grande maison aux Collonges au Mont d'Or. C'était pas chez Bocuse, qui était déjà très célèbre, mais c'était quand même un très grand mariage parce que Madame Cholet se sentait responsable de moi vis-à-vis de ma mère et donc elle était heureuse de pouvoir prouver qu'elle s'occupait de moi jusqu'à la fin et que je pouvais maintenant vivre en France comme une femme mariée tout à fait légalement. Et après, j'ai donc quitté leur maison. Avec mon mari, on a commencé à habiter à Lyon. Donc, j'étais obligée de commencer à travailler très rapidement. On voyait très clairement que la situation va continuer à se dégrader et qu'il n'y a aucune possibilité que le régime s'améliore ou devient un peu moins inhumaine, moins orientée vers l'Union soviétique. Donc c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision de rester en France avec beaucoup de peine pour mes parents parce que je savais que pendant des années on ne pourrait pas se voir et c'était surtout aussi pour mes grands-parents qui étaient âgés et tout le monde me manquait beaucoup. Je commençais à travailler dans un bureau d'études, tandis qu'en septembre, mon mari a commencé les études de 2 dernières années à INSA Lyon, Institut des sciences appliquées à Lyon, pour terminer ses études qu'il avait commencées à Prague, à la faculté de la construction. Et moi, j'étais obligée de commencer à travailler pour qu'on puisse vivre. Mais bon, je suis finalement arrivée au fur et à mesure à apprendre le français au bureau parce que c'était quand même le français technique que j'avais besoin d'abord. Je commençais à communiquer. À l'époque, les immigrants tchèques étaient très bien accueillis. Les Français suivaient le développement pendant le printemps de Prague et l'occupation après, c'était quand même un choc pour toute l'Europe. Donc ils étaient très très gentils, très ouverts, très accueillants. Je pouvais donc reprendre mes études et comme j'avais un diplôme d'ingénieur qui était reconnu en France, tout à fait au niveau du diplôme français, je pouvais intégrer une école pour les ingénieurs français, Centre des hautes études de la construction, pour une année d'études pratiques d'ingénieur. Voilà. Du coup, je suis partie à Paris. J'ai essayé donc suivre l'enseignement technique français, mais je me suis rendu compte assez rapidement que mes collègues des ingénieurs sortis des grandes écoles françaises sont excellents en mathématiques, mais ne connaissent absolument rien de la construction. Donc ils ne savaient pas lire les plans, ils ne savaient pas connaître les matériaux, c'était inutile pour eux. Et finalement, je me suis rendu compte quand il y avait des projets à faire en groupe, tout le monde voulait travailler avec moi parce qu'ils savaient que je vais le faire et ils n'auront qu'à ajouter leur signature à la fin. J'ai terminé cette année comme la seule fille parmi 99 jeunes ingénieurs français et avec mon diplôme qui était chèque Centre des hautes études de la construction qui était reconnu par la profession, très connu. J'étais donc absolument sans aucun problème embauchée tout de suite dans une grande entreprise de construction française. En France, c'est le pays qui a inventé le béton, donc je me sentais dans mon élément. J'étais donc finalement responsable de quelques dessinateurs techniques et je travaillais donc avec eux sur les plans pour les constructions à l'étranger. On envoyait les plans sur les chantiers où les expatriés français s'occupaient donc d'organiser le chantier. Yann est né en 1975 et Barbara en 1976. Donc je suis devenue française en 1975, il me semble. Je ne pouvais pas revenir en Tchécoslovaquie parce que j'y étais condamnée
pour 2 ans de prison pour un séjour non autorisé à l'étranger. J'avais toujours mon passeport tchécoslovaque qui était valable. Quand mon père était conseillé par un avocat qui me représentait là-bas pour ne pas faire rappel opposition parce qu'on lui a dit que c'est pas la peine, il n'y a pas de problème. J'étais donc condamnée. Donc je ne pouvais pas revenir là-bas. J'étais sur une liste noire au consulat tchèque en France. Et donc mes parents non plus ne pouvaient pas venir. Et du coup, j'étais donc quelqu'un non désirable là-bas. Le problème, c'était l'année où mon père est parti à la retraite. Pour la première fois, demandé de venir me voir. C'était autorisé sous la condition de venir me persuader de retourner en Tchécoslovaquie. Donc ils venaient tous les deux pour la première fois ici. Et mon père qui était pour la première fois dans un pays occidental était très, très ému. Et finalement, comme il y avait 2 petits enfants, et puis il s'est rendu compte que ma vie, ça se passe normalement, il s'est calmé un peu. J'ai seulement un souvenir, le premier jour, quand ils sont arrivés, je demandais à mon père de m'accompagner pour faire des courses. J'habitais à l'époque à Vélizy, et donc on est allé en voiture au supermarché, et quand j'ai rempli le chariot et je suis revenu à la voiture, mon père s'est assis à l'intérieur et il a claqué la porte. Et je l'ai regardé, il était tout rouge, il disait rien. Et je démarrais, et c'est là où il commençait à sortir des gros mots que je n'ai jamais entendus de sa bouche. Et il a juré en disant « les saletés des communistes, les saletés ». Je travaillais 40 ans, je me suis levée à 5 heures du matin. Je n'ai jamais pu m'acheter une voiture. Toi, tu es là depuis quelques années, tu as déjà tout ce qu'il faut et regarde ce que tu as acheté. Non, mais c'est incroyable. Il était vraiment très, très en colère. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc après, on est resté. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Après quelques années, il est décédé et mes enfants ont été autorisés à partir pour ses obsèques. Mais moi, je n'étais pas autorisée d'y aller. J'avais ma cellule familiale qui était tchèque et je n'avais pas besoin de chercher à l'extérieur. C'est vrai que mon compagnon, qui était ancien dissident tchécoslovaque, qui était condamné à 3 ans et demi en prison et était obligé à émigrer à la suite de ça. Donc lui, il avait quand même beaucoup de contacts avec les émigrés. Donc on recevait pas mal de gens, beaucoup à la campagne aussi. Mais c'était souvent les contacts de son côté et pas tout à fait de mon côté. Finalement, je n'avais même pas le temps d'avoir des contacts avec beaucoup d'amis parce que j'avais un travail très, très prenant. Donc, j'étais complètement pris par les enfants, la famille, le travail et la maison. Je crois que l'amie la plus proche tchèque que j'avais à l'époque, c'était Vladimira Čerepková, que j'ai connue pendant des années et on est devenus très proches. Elle a vécu des années dans une maison qui était même pas à 10 km de la mienne. On s'est rencontrés très souvent. C'est par son intermédiaire que j'ai pu recevoir également des gens comme Voskovec, Tigrid ou autres, mais j'ai jamais eu d'autres contacts amicaux avec ces gens-là. Il y avait juste Vladimira qui était une amie fidèle pendant des années. Je me suis quand même encore sentie un peu comme une immigrée, comme quelqu'un qui est toléré dans ce pays, mais ça s'est arrêté seulement en 89, quand les événements à Prague ont commencé et où le régime a commencé à vaciller. Et c'est seulement à cette période-là où je me suis dit, bon, peut-être que rien n'est perdu, peut-être que je vais pouvoir retourner quand même dans mon pays. C'était un changement énorme parce que du coup, je me suis sentie plus du tout
comme une immigrée. Je me sentais tout à fait comme quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas le leur, mais tout à fait légalement, c'était normal, et on est tous les Européennes. Je commençais même à apprécier Paris et ne pas le comparer dans ma tête avec Prague. Donc je me sentais aussi bien française et parisienne que tchèque, parce que finalement j'ai même récupéré ma nationalité tchécoslovaque pendant ces années d'émigration, la période où j'étais complètement coupée de mon pays. Madame Fleischmanova, je l'ai aidée à retaper sa maison de campagne, m'a dit « Écoute, fais attention, tu sais, tu as la maladie d'étranger. Souviens-toi ce qu'elle avait écrit, Božena Němcová, ça s'appelle maladie d'étranger. Et tu l'as complètement. » Et c'est vrai que j'étais très malheureuse de cette situation où je ne pouvais pas vivre chez moi, dans mon pays. Maintenant, quand je peux y aller, quand j'ai constaté que les Tchèques sont tout à fait à l'aise à l'intérieur de l'Europe, que c'est un pays qui n'a rien à envier aux pays de l'Ouest, la différence est complètement négligeable. Donc maintenant, je me sens toujours tchèque, je me sens aussi française et je résolu le problème. Je suis européenne et je crois beaucoup à l'Europe. Je pense que c'est notre seule possibilité de vivre ensemble dans les années qui viennent, de rester unis et se sentir finalement citoyenne de ce continent qui a tellement souffert et qui a une tellement grande histoire. Donc il faut être fier d'être européenne à mon avis.